Ça faisait 8 ans que le GEPAN n'était pas venu à Paris. La dernière fois, c'était avec M. Passot, et puis il nous présentait avec M. Agut, son successeur. Et là, je vois que j'ai marqué, donc, il y a eu Jean-Paul Agut jusqu'en 2019, ensuite Roger Baldacchino en 2021, Vincent Coste en janvier 2024, et maintenant Frédéric Courtin qui se présente et que je vous présente. Donc, alors, juste une petite justification, vous faites pas vraiment besoin. Je dirais que l'objectif récompense de cet organisme, c'est une réponse. Le GEPAN est très souvent cité en France et à l'étranger, et donc c'est évident qu'il fallait l'inviter, puisqu'en fait il représente, je crois, on peut dire quand même une position, la rationalité, donc quelquefois dans un sujet qui en manque pas mal pour connaître. Moi je dirais que pour me présenter un peu, Patrice Galacteros, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai découvert l'ufologie vraiment sérieusement en 2014, et je me considérerais comme un croyant modéré, c'est-à-dire je crois à condition qu'il y ait des preuves, mais je crois vraiment à la réalité du phénomène quelque part. Voilà. On va passer à la suite. Ouais, bon alors, vous êtes, monsieur Courtin, vous êtes diplômé en sciences des matériaux, vous avez eu un parcours technique puis managérial au CNES, 20 ans d'expertise, ce que je cite c'est 20 ans d'expertise enquête sur les matériaux au sein du laboratoire d'expertise du CNES, puis 5 ans sur le développement d'instruments scientifiques en planétologie et isobiologie, dans le cadre d'un projet de préparation du futur. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, moi, la partie astronautique et l'astronomie scientifique. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Enfin, quoique, ça sera. Et puis, enfin, 4 ans en tant que manager du service mécanismes spatiaux et équipements pour le contrôle d'attitude des satellites. Ouais, donc, c'est un CV costaud. Voilà. Et puis, bon, une question. Ouais, qu'est-ce qui vous a motivé à postuler à la fonction du GEPAN? Je ne vais pas changer d'avis. Bon. Ouais, ça c'était, en fait, pour vous citer l'introduction. Parce que c'est vrai que vous avez un CV quand même impressionnant, il faut le dire. Hein. Il y en a des étoffés clonés, hein. Certainement. Et ouais. Oui, donc juste pour présenter le CV est une chose, il y a des étoffés clonés. Moi j'ai choisi de prendre les règles du GEPAN suite à l'opportunité sur des postes qui sont réservés ou je dirais à des gens qui ont pas mal d'expérience, hein, donc mes cheveux blancs et quelques années passées au CNES dans diverses positions. Et c'est un poste qui est assez convoité aussi et par certains et omis par d'autres. Hein. Voilà, on part sur une diagonale tout à fait, tout à fait différente de celle que j'ai empruntée, du chemin que j'ai emprunté jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup hésité aussi, hein, vous dire, parce que je ne savais pas où je mettais les pieds, bien que je connaissais le GEPAN historique. J'ai connu son troisième directeur très bien même. Je savais un petit peu de quoi ça traitait. Je pense que je connaissais même le GEPAN, même connaître le CNES quand j'étais gamin, hein, parce que c'est une question d'attente que le GEPAN existe. Mais je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, je ne savais pas comment essayer d'organiser, et tout ça je l'ai appris et je vais vous le présenter aujourd'hui. D'accord. Bravo. Merci beaucoup. Très bien, sa parole. Très bien. Écoutez, merci de m'accueillir ici sur Paris. Voilà, donc vous voyez sur ma chemise, donc moi je suis parti du Centre national d'études spatiales. Mon parcours passé, Patrice vous l'a décrit. J'ai intégré le GEPAN en janvier dernier pour en prendre la direction. Le GEPAN est un service rattaché à une direction qui s'appelle la direction technique et numérique, donc une direction d'expertise. Et le GEPAN est un service d'expertise. On ne fait pas de la communication, on ne fait pas de la stratégie, on ne fait pas de la surveillance de l'espace. Notre mission, c'est la collecte, l'analyse, l'enquête et la publication de cas d'observation, de phénomènes qui sont apparus étranges à des citoyens français, des citoyens sur le territoire national. Le GEPAN est complètement légitime en France. On a également l'autorisation d'inquiéter sur d'autres aspects, je vais y revenir.
Donc voilà la mission. Donc on est basé à Toulouse et on est 3 actuellement, un staff CNES, et on s'appuie sur pas mal de partenaires. Je vais vous décrire tout ça. C'est pas un petit peu d'histoire, je vais y aller doucement parce que là je pense que je suis de l'un des spécialistes, donc sur le fait que tout ce qui vient du ciel a toujours fasciné l'humanité. On retrouve des traces de reproduction de choses qui ont été observées dans le ciel, ou je dirais apparentées à des phénomènes très extraordinaires qui ont été décrits et gravés sur les supports de ces temps-là, donc des traces jusqu'à il y a 5000 ans qui ont été analysées par les archéologues et qui laissent penser qu'il y avait des allusions à une observation extraordinaire. Et donc des choses qui ont été baptisées sur des gravures, des fresques, où de temps à autre il y a une petite touche qui laisse penser que les gens ont rencontré des choses qui venaient du ciel et qui les a interloquées. C'est pas étonnant, hein. Bon, à ces époques-là, le ciel n'était pas domestiqué, l'espace encore moins. Et maintenant que le ciel est domestiqué, l'espace, le proche espace aussi, il y a toujours des gens qui voient des choses, et il y a toujours le GEPAN qui essaie de... Et il y a actuellement le GEPAN qui a la position officielle de l'État français, hein, qui essaie de donner des explications. Bon, sur les histoires on va dire, contemporaines, hein, on va parler de la genèse du phénomène OVNI tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bon, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, ce monsieur Kenneth Arnold qui était un industriel qui avait réussi aux États-Unis et qui avait un avion privé juste à l'après-guerre, il se déplaçait et il a rencontré, il a vu des choses qu'il n'a pas su expliquer, qu'il a tenté de décrire, qu'il a fait beaucoup de bruit autour de ça. Ça a alerté la presse locale autour de son observation. La presse fédérale et nationale aux États-Unis également s'est emparée du sujet. Ça a largement débordé des frontières américaines, hein, et puisque voilà, c'est ce qu'il a décrit en fonction de nombreux récits, de dessins, etc. Beaucoup d'hypothèses ont été faites. Est-ce que c'est des phénomènes météo? Est-ce que c'était des vols d'oiseaux, pélicans? Est-ce que c'était vraiment une hallucination? Ou est-ce que c'était potentiellement des avions? C'est une hypothèse qui ressort un petit peu. Il faut voir qu'à cette époque-là, à la chute de l'Allemagne nazie, pas mal de scientifiques ont été récupérés par les blocs soviétiques et les blocs de l'Ouest, on va dire, et notamment les plans des ailes volantes et les avions Horten avaient été donc récupérés par l'armée américaine, au moins certains, et l'armée américaine avait développé ses propres ailes volantes très tôt. Les Allemands domestiquaient déjà la propulsion en réaction, tout ça, donc, il est possible que cette section ait vu ce type d'avion, mais aussi toutes sortes de choses. En tout cas, c'est le terme soucoupe volante a émergé, je dirais, à cette époque-là, puisque c'est la description qui a été faite par Kenneth Arnold lui-même. Et donc voilà, donc maintenant, c'est clair que les soucoupes volantes, c'est souvent associé à l'imaginaire, hein, des ovnis. Vous avez ici une vue, hein, qui est très récente, hein, qui vient de Météo-Pyrénées. Vous pouvez voir mon accent que je viens par là-bas, hein, donc c'est au-dessus de la station d'Otakam. Il y a un magnifique nuage lenticulaire, et même si les gens ne sont pas inquiétés, ils ne voient pas que c'est un ovni, la première chose qu'ils mettent dans le commentaire, là, c'est, voilà, il y a... Voilà, qui met dans le commentaire ici, c'est est-ce que ce ne serait pas par hasard un ovni? C'est pris sous le ton de l'humour, mais c'est quand même, ça reste très très imprégné dans l'imaginaire des gens. Bon, nous au GEPAN, dont le GEPAN tel qu'il est actuellement a été créé en 2005, hein, sur l'héritage du GEPAN Saint-Leuil et du CEPRA. Le GEPAN, c'était le groupe d'études de phénomènes aérospatiaux non identifiés, le CEPRA, le service d'études des phénomènes de rentrée atmosphérique, puis le service d'études des phénomènes rares atmosphériques. Donc les bases du GEPAN ont été jetées par mes prédécesseurs. Il faut rendre hommage ici à
Claude Poher, qui a eu l'idée de créer cet organisme en 1977, suite à pas mal d'observations qui avaient été faites à l'époque par les gens et énormément de prix autour des ovnis. Alain Esther qui a pris sa suite et Jean-Jacques Velasco qui a mené le GEPAN jusqu'en 2000, au moins jusqu'en 2005, 2004, et donc qui a jeté les bases de ce qu'est le GEPAN aujourd'hui, et je lui rends hommage, il a tenu la rage haute et fait fructifier la confiance qui avait été mise par le président du CNES à l'époque de la création du GEPAN en 1977. Donc nous sommes 3 à Toulouse, staff CNES, donc salariés, 3 ETP, c'est ça qu'on parle, à traiter ce phénomène-là. Mon travail, au-delà de manager ces gens-là, c'est plutôt d'entretenir plein d'organes en fait qui vont nous aider à essayer de résoudre ce que les gens ont vu dans le ciel, dans l'espace. Donc d'abord on a une expertise interne donc, au CNES, on est plutôt sur du spatial. Donc on travaille avec un service qui s'appelle le Centre opérationnel de surveillance de l'espace, qui gère un petit peu les aspects encombrement de l'espace satellitaire, on va dire, avec des risques, du management de risques de collision. Et avec eux, on a développé une outil qui nous permet d'extraire parmi toutes les trajectoires de ce qui passe au-dessus du territoire national, donc territoire national, territoire outre-mer également, pour essayer d'anticiper des problèmes en cas de retombées atmosphériques, choses comme ça. On travaille également avec des partenaires, des partenaires qui sont des services de l'État. Nous avons des partenariats tout à fait officiels, CNES, GEPAN, avec la gendarmerie nationale, qui est le partenaire historique du GEPAN. Donc les gendarmes ont des protocoles pour recueillir les témoignages, donc ils dressent des procès-verbaux selon une méthodologie qui est éprouvée, et ces procès-verbaux nous sont retournés. On travaille également avec l'armée de l'air et de l'espace, avec ce qu'on appelle maintenant le CAPCODA, le CNOA, ça s'appelle le CAPCODA de Kyoto. C'est le Centre Air, Planification et Conduite des opérations de défense aérienne. Donc on dispose des traces radars qui sont réalisées pour la surveillance de l'espace aérien français. On dispose de toutes les traces brutes sur demande au moment de l'observation qui a été rapportée, et ça peut éventuellement être utile pour résoudre l'enquête. On a un partenariat avec la police également, qui est un petit peu plus discret que la gendarmerie nationale. Un partenariat avec la délégation générale de l'aviation civile sur tout ce qui est trafic aérien. On a également accès à ce qui se dit dans les tours de contrôle, s'il y a des observations qui peuvent être rapportées. Un partenariat avec Météo France sur la situation météorologique au-dessus des scènes d'observation, voilà, le climat, la luminosité, les risques de pluie, le vent au sol, en altitude. Et avec le CNRS sur tout ce qui est astronomie, astrophysique. Et ensuite également le CNRS et l'Université Jean Jaurès à Toulouse sur tout ce qui est psychologie cognitive, psychologie clinique aussi. Voilà. Donc des gens qui nous aident un petit peu à analyser les témoignages et à recueillir des témoignages qui permettent également de déceler certaines caractéristiques chez les communes. On travaille surtout, c'est la spécificité du GEPAN, avec des enquêteurs bénévoles, volontaires, des enquêteurs qui sont recrutés sur le territoire, en fait. Ils sont volontaires, ils sont candidats. Donc on les enrôle dans un pool et on leur donne une formation. C'est même une auto-formation. On a un pool d'enquêteurs qui dispose d'un noyau très fidèle au GEPAN depuis plusieurs années et qui nous aide à incorporer les nouveaux. On leur donne une méthodologie qui est procédurée pour enquêter, les enquêtes à distance, les enquêtes de terrain. On leur permet d'accéder à des outils sur le net. Voilà, on a des outils sur la situation astronomique, sur la situation aérienne, des outils que vous pouvez utiliser vous-même. Nous, on achète les versions premium et on fait profiter les enquêteurs de ces versions. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'informations que ce que l'on a si on a une version gratuite. Et donc ces gens-là, voilà, donc il y en a une quinzaine, dont un en Corse et une dame à La Réunion, qui essaie de couvrir le territoire. Voilà, on est toujours à la recherche. Le but pour moi, c'est d'arriver à 18. On va y arriver, on a enrôlé 2 personnes cette année et on va revenir sur, je dirais, les standards habituels qui sont entre 18 et 20 personnes. On s'appuie aussi sur un comité d'experts ou un collège d'experts
Alors 15 experts qui se réunissent et que l'on réunit lorsqu'on a des cas difficiles, des cas qu'on ne comprend pas trop, des enquêtes qui piétinent, ou des cas que l'on n'arrive pas à expliquer, que l'on orienterait vers un cas inexpliqué, et de toute façon, avant de stipuler que le cas n'est pas expliqué, de ma gouverne, on sollicite le collège d'experts, qui doit nous donner son avis sur des hypothèses que l'on n'a pas creusées, sur des hypothèses que l'on a mal creusées, sur des choses auxquelles on n'a pas pensé, sur tout ce qui est psychologie également du témoin, hein, voilà, tout ce qui est expérience extraordinaire, avec notamment une association qui travaille avec nous, qui nous aide également à essayer de démêler un petit peu ce qui est réel dans le témoignage, ce qui est quelquefois inventé, voilà, parce que sans vouloir le faire exprès, mais en fait, nous, c'est même que ce soit réel ou inventé, si on prend en compte ce qui est inventé, ben, ça nous perd dans nos enquêtes. Donc c'est vraiment pour déceler le vrai du faux dans les témoignages qu'on fait appel à ces professionnels en psychologie. Et bien sûr aussi, le GEPAN est un organisme qui est surveillé par un comité de pilotage, de surveillance, qui s'appelle le COPEPAN. Voilà, donc ça c'est un organe très très important. Les missions que je vous ai données en introduction du GEPAN peuvent être... on peut aller souvent aller plus loin, hein. Vous connaissez le domaine, certains, la plupart. Le comité de pilotage veille à ce qu'on respecte nos missions et on lui demande des avis sur certains points pour essayer d'étendre notre domaine d'expertise, par exemple. La dernière réunion du COPEPAN a eu lieu le 21 novembre, c'est la semaine dernière. Voilà, donc rapidement, après je vais passer sur des cas, hein, ce sont le dernier transparent, sur les étapes qui nous amènent à faire ces enquêtes. Hein. Déjà, il y a le recueil du témoignage, donc n'importe qui peut témoigner. Nous ne prenons que des témoignages de premier niveau, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a été confronté, qui témoigne, hein, c'est pas... je connais quelqu'un qui a vu, voilà. Donc, ce sont des témoignages directs, c'est très important. On a également la gendarmerie qui nous prend des PV d'observation et la délégation de la DGAC. On a également des dispositions qui sont laissées auprès de cet organisme pour faire témoigner les pilotes. Ensuite, on crée un dossier. Alors, c'est pas que de la paperasse, créer un dossier, c'est une phase très très importante. Nous, déjà, c'est un travail qui est réservé au GEPAN en CNES, je dirais. C'est vraiment de s'assurer que le témoignage est fiable, à première vue. Voilà. Donc, on essaie déjà de comprendre ce que la personne a vu et on fait une première analyse. Et surtout, ce qui est très très important pour nous, c'est qu'on demande l'autorisation au témoin de publier le résultat de l'enquête, quel que soit le résultat. Et le résultat de l'enquête, il n'y aura pas de suite. Ça, c'est très important. Si on n'a pas l'autorisation de publication, dans le but de transparence de tout ce que l'on fait au GEPAN, je n'enquête pas. Terminé. Voilà. Une fois que le dossier est créé, il y a une précaractérisation qui nous permet justement d'accéder à tous les partenaires, à tous les services de l'État, donc je vous ai parlé tout à l'heure, hein, pour tout ce qui est situation astronomique, situation aéronautique, météorologique, ornithologique, tout ce qu'on peut imaginer. Et on diligence des enquêteurs. Parmi le pool d'enquêteurs, on leur donne une lettre de mission. Ils se présentent devant le témoin, d'abord par une enquête à distance, il y a un contact mail ou téléphonique, c'est comme il veut, et il déroule la méthodologie d'enquête telle qu'elle est procédurée. Et elle peut être complétée par une enquête de terrain, hein, on a besoin de vérifier les conditions d'observation, de faire un entretien un petit peu plus poussé du témoin, donc ça peut être, je dirais, également fait. Donc toujours pareil, l'enquêteur est missionné officiellement, une lettre de mission du GEPAN, et il a également une lettre de mission qui permet d'aller interroger les autorités locales. Il peut aller interroger les pompiers, les gendarmes, les syndicats d'initiative, en fait, tout ce qu'il juge bon d'interroger dans le périmètre du témoignage, le périmètre de l'observation. À la suite de ça, il remet son rapport intermédiaire et il fait une évaluation de ce que l'on appelle l'étrangeté et consistance qui nous permettent de classer le cas. Je vais y revenir. Donc l'étrangeté, on trace le diagramme étrangeté-consistance et en fait on a une règle, méthode de calcul qui est pérenne depuis, je dirais, 2008, qui nous permet de classer tous les cas de la même façon. Voilà. Ces cas,
Voilà, donc ici j'ai repris, je ne sais pas si vous avez vu la série OVNI, voilà, c'était le GEPOR historique qui avait été pris comme exemple, et là vous avez donc les quatre façons de traiter les cas, dans les phénomènes parfaitement identifiés, à peu près un quart, ceux que l'on a probablement identifiés, mais il nous manque une petite information pour être sûr que c'est ça, même si on en est convaincu, on a du mal à faire un rapport en affichant le fait que c'est vraiment ça ce qu'il a vu. Par exemple, si c'est des ballons, on ne va pas retrouver le site de lâcher ou des choses comme ça. Les classes C sont les phénomènes que l'on n'a pas réussi à identifier par manque de données, plutôt par manque d'informations. Voilà. Ils sont assez nombreux, près de 40%, malgré ce que l'on fait au niveau de la création du dossier. On se rend compte que quelquefois on n'arrive pas à converger ou le témoin décide de ne plus répondre. Enfin, il y a énormément de cas qui nous demandent des fois d'abandonner l'enquête ou d'aboutir à un phénomène qui n'est peut-être identifié et qui donc passe dans la catégorie C. Et les phénomènes non identifiés après enquête, les fameux phénomènes D, voilà, à peu près 3% de tous les cas. Je crois qu'il y a à peu près 3200 cas qui sont publiés, qui sont répertoriés dans le site web du GEPOR. Et vous avez une petite armoire là au fond là, qui n'est pas classée. Là c'est l'armoire où il y a on gère tout le flux. Hein. On reçoit énormément de signalements de pans. Hein. On reçoit à peu près, je crois qu'on a fait le compte pour le code des pans, on avait reçu 878 études au 11 novembre. Hein. Donc on va arriver à peu près à 1000 signalements par an. Vous comprenez que gérer le flux, c'est très important. C'est une grosse difficulté en travaillant à 3 et en actionnant des bénévoles qui font ce qu'ils peuvent. Mais moi, je n'ai pas d'emprise pour demander de travailler plus, sachant qu'ils s'engagent lorsqu'ils prennent le poste, je dirais, un minimum d'enquêtes à réaliser par an. Voilà. Ensuite, le pendant, je dirais, de l'autorisation de publication, c'est l'anonymisation. Très très important, une phase très importante. On a une documentaliste qui travaille avec nous à plein temps pour veiller à ce que ce qui est publié, elle ne fait pas que ça, mais c'est une part importante de son travail, c'est de veiller à ce que ce qui est publié soit complètement anonymisé. Aucun nom n'apparaîtra, aucune voix reconnaissable n'apparaîtra, dans une vidéo, une bande de son, si un prénom est prononcé, il est gommé. Enfin, bon, on essaie vraiment, on peut toujours essayer de remonter si on joue les enquêteurs de côté, mais on veut vraiment essayer de protéger le témoin. Il n'y a aucune raison qu'il se trouve inquiété parce qu'il a osé témoigner au GEPOR. Voilà. Ainsi, bien sûr, tout est publié sur le site web. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Ouais. Voilà. Bon, on va partir sur la partie enquête, là. Donc ça, c'est un phénomène qui a été vu, enfin qui est vu assez fréquemment maintenant, mais qui a été vu à partir de 2019. Là, on se trouve dans le Bas-Rhin et la personne filme. Elle voit ça. C'est de l'interne. Voilà. Donc moi, je vous laisse me dire ce que vous pensez, si on a un peu de temps. Enfin, je vous laisse jouer à l'enquêteur. On va faire ça un petit peu toute la soirée. Vous allez voir. Je vais essayer de couvrir le cas. C'est un faux. Pardon ? C'est un faux. Non ? C'est un faux en fait. C'est pas le faux. Ah non. C'est vrai. Donc ça c'est très surprenant, mais c'est quelque chose qu'on voit à partir à peu près de 2019. Starlink. Voilà. Donc c'est un lancement de la fusée Starlink et la séparation entre l'étage principal et l'étage secondaire. Là, ce que vous voyez c'est ça. Voilà. Ce que l'on voit c'est ça. Il faut voir que Elon Musk lance sa constellation Starlink avec cette fusée Falcon 9 et du tout avec une fusée un petit peu plus grosse. Voilà, donc les Starlink qui sont empilés dans la coiffe ici, et donc la séparation entre l'étage ici qui est récupéré et l'étage qui va finir de larguer les satellites à peu près à 200 km d'altitude, voire un petit peu moins de quelquefois. Et ce que l'on voit quelquefois, ça c'est une photo prise depuis le cockpit d'un avion, hein, vous avez c'est le même phénomène, ça c'est l'extrait de vidéo je crois. Voilà. Donc ce sont des choses qui sont vues assez fréquemment et qui maintenant ne sont plus inquiétées au GEPOR puisqu'on a trouvé la solution. Donc il y a une autre technique qui me permet de renvoyer le témoin lorsqu'on a vérifié que ce qu'il a vu collait bien à cette explication. Alors on ne l'a pas inventé tout ça. Hein. Oui. Voilà, donc on travaille, je vous disais tout à l'heure qu'on travaillait avec le Centre opérationnel de surveillance de l'espace, du CNES, et les premiers vols et les vols qui étaient particulièrement surveillés, notamment lorsqu'il
lorsqu'il faisait cette opération hein, de séparation entre les deux étages. Et on a parfaitement identifié que les témoins voyaient ça, puisque ça, à ce moment-là, dans le ciel français, à cette altitude, il y avait cette manœuvre qui était réalisée et ça correspondait parfaitement. Bon, ça, ce sont aussi des phénomènes issus de la séparation de tout l'empilement de satellites. Ici, voilà, on est un début de. Il en lâche jusqu'à 60 un début de génération lorsqu'ils étaient petits. Maintenant, il a un petit lanceur, toujours le même lanceur, mais les satellites sont plus gros, je crois que c'est par strip de nouvelle tête. Et lorsqu'il aura mis au point son Starship, là, les gros lanceurs, là, il va lancer par vague de 300. Et ça, c'est quelque chose qui est vu fréquemment hein, aussi. C'est les trains de satellites Starlink. Il suffit que vous passiez 2 heures en train de regarder vers l'ouest quand le soleil se couche, et il est sûr que vous allez en voir. Hein. Elon Musk lance une fusée tous les 2-3 jours. Hein. Mais il avait même tweeté effectivement que ça venait de lui. Il y avait pas mal de vidéos et de photos concernant le Starlink. Et Elon Musk avait répondu lui-même sur Twitter en disant effectivement que ça lui appartenait. Ouais. Qu'il faisait les... Ouais. Voilà. Je vais y revenir, hein, parce qu'il y a d'autres manifestations de Starlink. Hein. Je vous en parlerai. Voilà. Mais ça sera peut-être un lancement quotidien même. Voilà, c'est tous les 2-3 jours. Oui. Ouais. Avec le Starship. Mais juste le Starship. Alors, il devait en mettre 40 000 en orbite, donc même Oui, 40 000. 600, il n'y a pas tant de lancements que ça fait. Il y en a tous les 3 jours. Là. Non, mais après, il y a Là, le il y a Mars. Voilà. Ok. Et puis bon, les Chinois sont en train de Ouais, en plus. d'embrayer sur une méga constellation, voire 2. Donc, bon. Voilà. Donc, je vais y revenir. Des cas d'observation. Bon, qu'est-ce que c'est pour vous ça? C'est pas un ovni. Qu'est-ce que c'est pour vous? Ça n'est pas un ovni. C'est un ovni. Hein. La personne qui nous a contacté, elle ne savait pas ce que c'était. Donc c'était un objet volant qu'elle n'avait pas réussi à identifier. Attention, la terminologie ovni, je ne veux pas. Je vais le prendre au pied de la lettre. Elle l'a vu près d'un aéroport. Elle l'a vu dans le sud-est de la France. C'est souvent là qu'elle le voit. Est-ce que c'est pas justement l'approche d'un avion qui va atterrir à Nice? Alors, vous pouvez les compter. C'est parfait, on descend. 6 avions, patrouille de France. Ah, ok. Ah, d'accord. La patrouille de France, il faut savoir, c'est pas immédiat aussi. Hein. Il faut savoir que la patrouille de France ne vole qu'une fois la nuit, phare d'atterrissage allumé. C'est lorsqu'ils intègrent les deux rookies, je ne sais pas comment ils appellent ça, les deux débutants dans l'escadrille. Ça me rappelle le cas qu'avait évoqué Joël Ménard dans le sud de la France où il y avait justement un phénomène qui avait été observé, qui était récurrent chaque année. Mais on peut les voir aussi par l'arrière, avec on voit les feux rouges des réacteurs, et ils volent en hexagone, c'est magnifique. Et j'ai cru voir un ovni aussi, Voilà. et au bout d'une journée, j'ai compris ce que c'était. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de. Voilà. C'était un ovni pour la personne qui l'a pas reconnu. Vous voyez, ils sont quand même étonnés. Hein. Ils ne sont pas inquiets, mais ils sont étonnés. Et bon, l'explication, elle est là, et c'est fréquent. Du côté de Marianne, 2 fois par an, il y a ce. Mais il n'y a pas le bruit des Il réacteurs. manque la vitesse et le bruit pour vraiment analyser. Voilà, il faut que les gens, il suffit que le vent ne soit pas fort. Voilà, les gens. Dans mon cas, il y a Ça fait pas beaucoup de bruit, hein, de Francis. Quand elle passe, quand elle est au loin, on n'entend pas. Hein, C'est l'effet voilà. clair. Voilà. Je continue. Hop là, j'arrête. Voilà. Alors ici, on est toujours à l'est de la France. Nord-est. Voilà, donc là c'est un cas, c'est une personne qui roule en voiture, enfin, une personne même deux, qui sont dans un véhicule, une voiture qui roule et qui voit quelque chose au loin et qui prennent une photo. Et qui nous disent qu'est-ce que c'est. Voilà, donc bon, voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben là on voit pas grand chose, hein, la photo, on essaie d'aller un peu plus loin au niveau résolution. Alors on a un logiciel d'authentification déjà, des photos, très important.
et de traitement d'image et pour essayer d'essayer de faire parler ces photos. Dans certains cas, ça marche très bien. Là, on voit bien que même avec la volonté et les possibilités du logiciel qui s'appelle IPACO, je vais y revenir aussi, on n'arrive pas à avoir plus d'informations, en fausse couleur, avec des bandes spectrales, des filtres, bref. Et ce que l'on a aussi ici, ce que l'on demande, c'est la trace radar, que l'on demande donc au Cap Coda, donc l'armée de l'air et de l'espace, la trace radar au droit de l'observation et pendant un intervalle de temps qu'on arrive à déterminer en s'assurant que le témoin nous a bien dit la bonne heure, le bonjour. Tout ça c'est très important. Alors, quand on a des photos et que l'on a le logiciel IPACO, lorsqu'on a l'original, on arrive à dater la photo, on arrive, si elle a les coordonnées GPS, si c'est un appareil qui les donne, on arrive à dater également si c'est sur le temps universel ou calé sur quelque horloge. Mais lorsqu'on n'a pas de preuves, de photos, de films, là on croit le témoin, pas de souci, mais on vérifie quand même par pas mal de questions pour essayer d'être sûr que c'est bien à ce moment-là, à cette heure-là et ce jour-là. On a eu tous les cas. Et on a pédalé beaucoup dans des enquêtes alors qu'on cherchait des choses, on s'est rendu compte que le témoin il s'était planté de journée et il n'avait pas fait exprès, mais en fait, nous ça nous avait pas mal embêté. Quoi. Donc là on a la trace radar issue du CNOA et on voit ici, voilà, habituellement les gens se trouvent à peu près au centre ici quand on demande la trace, mais là comme la voiture roulait, bon, je ne peux pas vous dire exactement où elle était. Et ce que l'on voit ici, c'est en fait ce tracé ici qui correspond exactement, vu la position qui a été décrite par le témoin et l'heure, à un aéronef, en fait, un petit hélicoptère. Là. Donc, ce petit hélicoptère, il ressemblait à ça, vu de loin et photographié. De près, c'est exactement celui-là. Cet hélicoptère a été utilisé, on a pu le vérifier, dans le cadre de chantier qui était en cours. Dans cette région pour surveiller les travaux ou faire le tâche quelconque. Voilà. Donc ça c'est la première utilisation des traces radar et du logiciel d'image IPACO. Je reviens ici avec le traitement, le logiciel IPACO. Là vous avez une image qui nous a été fournie par des gens en vacances. Qui voit au centre ici là, le soleil ici caché par un arbre, là voilà, un astre qui se dessine ici. C'est objectif. Voilà, donc ça c'est typiquement un défaut un artefact de photographie en fait ici où vous avez ici, si on prend le centre optique, si vous faites une symétrie particulière, on se rend compte que lorsque l'on a un point très, très lumineux, ici vous avez une image fantôme qui se reflète à l'opposé, et tout ça, ça s'explique bien sûr par les lois de l'optique. Donc là, je ne peux pas trop rentrer en détail si vous n'êtes pas spécialiste, moi non plus, ça tombe bien, c'est vrai, vous avez l'image qui arrive ici, qui se forme, et donc vous avez après donc, une image, c'est plus un film maintenant, c'est un APS ou un CCD, et vous avez ensuite donc, une image en fait, qui va se répercuter sur le filtre d'entrée et faire le chemin inverse, et elle se reformer exactement à l'opposé du point de vue diamètre. C'est exactement ce qui se passe là. Donc ça c'est une utilisation du logiciel de traitement d'image. Tout est automatisé maintenant, les gens ne se posent plus la question, ils vérifient s'il n'y a pas d'artefact sur chaque photo, il y a une analyse automatique qui est faite et ce logiciel est développé depuis très très longtemps, depuis les années 2010 par un industriel français, et tout ça c'est cofinancé par le Japon, c'est-à-dire que le Japon a des licences gratuites et cette personne peut également vendre des licences qui elle veut bien pour faire ce business. Ce qu'elle fait. Voilà, alors ici on est, je ne sais pas si vous allez voir, on est dans le cockpit du vol Abidjan-Paris. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on n'enquêtait que sur le territoire national. Là, on est au-dessus de Milan. En fait, on a l'autorisation par le comité de surveillance, le comité de pilotage du GEPAN, d'enquêter sur des phénomènes vus dans des vols au départ ou en provenance de la France. C'est pour ça qu'on enquête. On a ce témoignage qui a été fait, qui vous a été transmis par les pilotes, via le schéma que j'ai pris tout à l'heure. Et on voit, enfin, je ne sais pas si vous voyez, là au centre de ce... On voit que les pilotes voient dans leur horizon des points lumineux.
qui décrivent avec une trajectoire aléatoire, qui les inquiète un petit peu quand même, parce que c'est un vol commercial, ils ont des passagers dans la carlène, ils ne savent pas ce que c'est. Et ils sont très, très étonnés, donc ils nous demandent, ils font des hypothèses, des feux d'artifice, vous pouvez imaginer voilà. Mais ça ne converge pas. Et en fait, ce que l'on voit là, je ne sais pas si vous avez une idée. Pardon? Des reflets. C'est pas des reflets, non, c'est pas des reflets. C'est météorologique ou pas? C'est pas météorologique, c'est spatial. Ah, ça. Donc je vais parler tout à l'heure des satellites Starlink. Ouais. Station de Milan. Oui, à quelle époque c'est Là, c'est 2020. c'est pas une période particulière avec une espèce de léonide, Ce qu'on voit, c'est les Starlink. Ouais, ça. Voilà. Mais c'est des Starlink, même ils ne sont pas dans leur phase de croisière pour rejoindre leur poste, c'est-à-dire lorsque vous les voyez en strip, ils sont à poste. Ce que l'on voit là, c'est les Starlink qui se croisent, le nœud ascendant et descendant. Voilà, soit je vous ai mis une explication, ici on est sur, je dirais, le peuplement de l'orbite basse terrestre à partir de 2019, et quand Elon Musk s'est dit qu'il allait, c'est la courbe bleue ici, après ça c'est les débris, c'est aussi inquiétant que le reste, mais bon, c'est pas l'objet. Et vous avez ici la courbe bleue, c'est le nombre de spacecraft, de satellites en orbite, je veux dire, à 300 km, ça démarre avec Sputnik, ici il y en avait qu'un, maintenant voilà, vous avez une courbe ici qui a une tendance asymptotique, pardon, exponentielle, et tout ça, voilà, moi ça fait toujours très peur, hein, c'est exponentiel, c'est vite dit, il faut imaginer que c'est Elon Musk, comme je disais tout à l'heure, et qu'elle a dit, il s'apprête à mettre 40 000 satellites à 550 km d'altitude et au-dessous. Et tout ça, bien sûr, ça occasionne des observations. Hein, voilà, je dirais que Elon Musk, c'est 40 000, les Chinois, ça en est un certain nombre, l'Europe aura sa part. Voilà, il y a des publications qui sont sorties, comme quoi je dirais que dans un très proche avenir, 1 point sur 15 dans le ciel sera un satellite. On verra. Il faut quand même... par rapport à une voûte céleste en été où on essaie de se reposer, voilà, ça sera pas tout à fait la même chose. Donc voilà, à peu près 8 à 10 000 objets, ou je ne sais plus, on en fait beaucoup, hein, et dont la plupart ce sont les satellites Starlink. En 2023, pardon, je vois en 2023, il y avait 4 000 satellites à poste. Hein. Et donc là, c'était le reflet du soleil sur le... Non, ce sont ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a là. Donc vous voyez ici la constellation Starlink, telle qu'elle était en 2021, c'est-à-dire qu'il y avait 400 satellites en l'air, à poste, donc c'est les points que l'on voit, et qui permettaient d'avoir un réseau opérationnel. À partir de 400, Starlink a commencé à vendre du service. Et ce que vous voyez ici, c'est également les petits traits, je ne sais pas si on voit les petits traits ici, là, vous voyez là, ça ce sont les satellites qui sont un strip là, en train de satellite qui vont rejoindre leur point d'orbite. Et là vous avez un des premiers plans d'orbite incliné à 53 degrés, je crois, ou 56 degrés. Il y a 24 plans qui sont comme ça et qui couvraient au niveau de la première génération de satellites Starlink globalement le globe, hein, sauf au nord et au sud, je dirais les pôles nord pour le sud qui n'ont pas trop d'intérêt pour la communication, pour fournir Internet par satellite. Et donc je vais le remettre dans ce que vous voyez. Voilà, vous voyez les points qui se croisent en fonction que ce soit sur une trajectoire ascendante ou descendante. Et les petits points qui se croisaient, donc, qui étaient vus par les pilotes, c'est ça. Voilà. C'est pareil, on l'a croisé avec les positions des satellites Starlink qui sont parfaitement connues. Il y a des sites web qui permettent de tracer les trajectoires des satellites et donc vraiment la position qui a été vue par les pilotes et a été confirmée. Par contre, il y a des conditions d'observation. Hein. Alors là, je vous ai mis une vidéo un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez, sur la façon dont Elon Musk dispense les satellites. Je ne sais pas si vous la connaissez, donc je vais du orbital, ça peut être intéressant. Voilà, donc là on est dans la coiffe du Falcon 9. Il y a un certain nombre de satellites qui sont empilés, donc là ça s'appelle une étape de dispensing.
Les satellites sont libérés de la coiffe par des boulons qui se libèrent. Des systèmes de libération. Et voilà, vous avez ici l'animation, plus que l'animation, on voit les satellites qui étaient dans la coiffe qui vont donner lieu à 2 bandes, 2 strips, hein, 2 trains de satellites qui vont être vus quelque part dans le monde, qui vont être éclairés par le soleil, hein, parce qu'ils n'ont pas de phare. Hein, c'est le soleil qui se reflète sur le satellite que l'on voit et qui permet de le voir lorsqu'il est dans le strip. Là on voit le satellite dans sa position lorsqu'il est dans le train en fait, et donc il se met en position de livre ouvert, et on voit donc le soleil, il se met les panneaux solaires face au soleil bien sûr, pour avoir le maximum de rendement photonique, et fabriquer de l'électricité pour alimenter ici un moteur plasmique ici qui va permettre au satellite d'aller rejoindre sa position dans le réseau que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, il va se mettre donc en position, je crois que c'est la fin du film. Voilà, il se met en position. Donc ça, c'est la position commune des satellites Starlink, je dirais, avec le panneau solaire à 90 degrés de la charge utile ici, avec les antennes ici qui sont face terre. Et ce que voient les pilotes, c'est la réflexion du soleil, une certaine condition sur la face antenne ici. Quelles conditions? On l'a parfaitement analysé. Donc les gens qui voient les satellites Starlink dans les avions sont côté nuit, et le soleil, donc il est donc face à l'opposé ici, dans la position, je dirais, croisière. Donc le soleil se reflète sur les panneaux solaires, vous avez une réflexion qui est vue, donc qui permet de voir les trains de satellites. Et également dans le cas des satellites donc, opérationnels, lorsqu'ils sont actuellement à 550 km d'altitude, c'est la réflexion sur la face antenne qui est vue. Dans une configuration très spéciale ici, il faut que le soleil, donc on est côté nuit, il faut que le soleil soit couché entre 45 et 34 degrés sous l'horizon ici, l'horizon qui est matérialisé ici. Ça c'est une animation stellarium, enfin photocellarium. Vous avez le soleil ici qui est dans ce cas-là, il est à 38 degrés, et donc vous avez le phénomène lumineux vu par les pilotes qui se trouve à 7 degrés d'élévation, donc pas très haut dans le ciel. Voilà. Donc, les pilotes, comme ils sont plus hauts, ils le voient plus facilement. Ils n'ont rien qui bouge sur l'horizon, il y a toujours un immeuble, une forêt, des nuages, de la brume, c'est quand même assez difficile de les voir. Hein, parce que lorsqu'on dépasse les 34 degrés, au-delà de 11 degrés d'élévation, on n'est plus en configuration, il n'y a plus de configuration qui permet d'éclairer la face antenne. Oui, mais les satellites, on les voit aussi depuis le sol. Alors là, vous avez une vue qui a été prise à Montauk. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas... C'est dommage, le copyright, je rajoute. Et donc, vous voyez ici, là, dans le bout de la flèche, ici, vous avez ici, donc, le soleil est en train de se lever. Enfin, en train de se lever. Il passe de 45 à 34 degrés, et ce que vous voyez là, c'est donc chaque fois ce point de ciel qui est éclairé, la réflexion. Bien sûr, s'accélère, on voit une dérive de la voûte céleste, hein, c'est à peu près 2 minutes. Mais on voit donc, lorsque le soleil est beaucoup plus, je ne sais plus l'intervalle de temps, on voit les satellites qui viennent refléter le soleil jusqu'à que le soleil remonte, se lève au-delà des 34 degrés, et là, ça ne marche plus, on est plus en configuration d'éclairage. Alors les satellites Starlink, moi je vous ai mis ça. Voilà, ça c'est des plaintes qui sont faites fréquemment faites par la communauté des astronomes. Hein. C'était une personne qui cherchait à observer ce comète là, Cosmos. C'était une comète qui était dans le ciel. C'est pas très vieux ça, c'est cette année, voilà, en mars 2024. Bien sûr, elle est très lumineuse, donc il faut faire de l'accumulation, des photos, une pause très longue pour pouvoir avoir l'image. Et voilà, donc il pose très longuement, il règle son télescope pour qu'il suive vous voyez, la dérive des étoiles ici. Et le ciel est zébré de passage de satellites. Tout ça, ça gêne pas mal la communauté d'astronomie. Mais pas que. Alors là, c'est quelque chose qui a été fait également par une personne aux États-Unis qui est assez active, voilà, un astrophotographe. Donc là, on se trouve également aux États-Unis. Alors, j'ai pas de témoignages au GEPAN, hein, de choses qui ont été vues, mais il y a des témoignages
il n'y a pas de témoignages, mais il y a des témoignages des associations déjà qui ont filmé en France. Mais bon, moi je ne les ai pas là, donc je vous donne les photos qui sont publiées sur le web. Donc là, on est dans une zone, voilà, Saint-Juan, dans l'Utah, voilà. On est en mai, et donc en mai, ce qui se passe, donc, avec l'été, je dirais, le soleil. Vous avez le nord ici, ici le nord, donc l'ouest et l'est. Donc là, vous avez donc le soleil qui est en train de se coucher, pardon, je me trompe, ouais, qui se couche là, en fait, et qui se couche, qui remonte ici, je dirais qu'entre 2h du matin, entre 10h du soir et 2h du matin, le soleil, vu les configurations, on est en été, il reste toujours entre 34 degrés et 45 degrés. Donc après, là, il est au-delà, il est plus haut dans l'horizon, il est au-dessus de 34 degrés, et là après il est plus bas. Mais là, je dirais, vous avez ici 4 heures d'observation, et ce que l'on voit ici, ce sont les Starlink. C'est pas vieux, c'est en mai, il y avait 4 à 5 000, je sais qu'à 6 000, je dirais, satellites en opération. Vous voyez, on voit quand même des choses, et au nord, bien sûr, c'est très peu peuplé, puisque voilà, Internet par satellite au niveau des pôles, c'est pas forcément quelque chose qui intéresse Elon Musk. Voilà, donc des témoignages de pilotes de ligne, on a eu également sur un vol ici, le vol Tahiti nuit, entre Tahiti et Seattle, si vous voulez voir, c'est ça, ouais. Je sais pas si c'est un peu pile, je sais pas. Voilà, de Tahiti vers Seattle, donc départ du territoire national, on a une enquête qui est déclenchée. Par contre, moi j'ai du mal à accéder aux données dessus du territoire américain, hein, puisque probablement la chose est vue vers Seattle. Pas possible d'actionner l'armée de l'air américaine, hein, on peut demander les traces radars. Et donc c'est une enquête qui a été faite en participatif avec tous les enquêteurs, et on a cherché sur tout ce qui était disponible sur le web pour nous permettre d'élucider ce qu'avaient vu les pilotes, vu par un équipage de ce vol, le commandant de bord, vu aussi par le second, et également ils ont échangé avec un autre avion, hein, que je ne divulgue pas ici puisqu'il n'était pas, voilà, il n'était pas au départ aux destinations du territoire français, qui confirme avoir vu ça. Donc là on a tout, hein, on a l'heure, là c'est approximatif, mais il y a tout enregistré dans les avions, bien sûr on sait très bien ce que les gens ont vu, enfin à quelle heure ils ont vu. Donc ils ont vu ça et ça les interloque pas mal. On se demandait ce qu'ils pouvaient avoir vu. Alors, il y a eu pas mal d'hypothèses qui ont été formulées, voilà, donc il y en a une, ça a été une boule nuageuse. Bon. Une boule nuageuse, très bien, pourquoi pas. Là on est sur une altitude de 13 000 mètres, donc très largement, très près de au-dessus de la tropopause, hein, voilà. Donc les nuages ne vont pas à cette altitude-là, mais cette hypothèse a été rapidement écartée par nous et par les experts météo. Et on a continué à creuser, et on a récupéré, grâce à nos abonnements sur certains sites, hein, donc vous avez FlightAware et FlightRadar 24, je ne sais pas si vous les connaissez sûrement, qui permettent d'avoir une information sur le trafic aérien. Vous avez ici le Tahiti-Seattle, l'avion qui nous intéresse, et au moment de l'observation, on a également, juste ici, un avion qui part de l'aéroport de Vandenberg et qui fait ce tracé. Voilà, cette circulation, voilà, qu'on appelle une circulation en hippodrome, qui est manifestement caractéristique d'une mission militaire. Voilà. Il y a tout sur FlightRadar, c'est FlightRadar ou FlightAware celui-là, un peu fou. Voilà, c'est un Mercury qui fait ça, qui fait ce trajet, et on s'interroge un petit peu. Donc les enquêteurs continuent à fouiller sur le web, donc il n'y a pas besoin d'avoir des habilitations, hein, pour voir que ce jour-là, à l'heure de l'observation, donc le 19 avril, il y a eu un avion qui a décollé de Vandenberg, Minuteman 2, Mercury, pardon, un avion Mercury, qui faisait un test sur un missile, qui larguait un missile intercontinental pour faire un test. Et manifestement, c'est ce qu'ils ont vu, hein, donc voilà, il semble que tout le problème, que ce que les gens ont vu, cette boule, hein, c'est
Les deux avions, hein, ça correspond au test d'un missile intercontinental balistique, le Minuteman III, qui a été largué par un avion apocalyptique Mercury. Donc tout ça fait un peu peur. Et tout ça s'est passé très près, je dirais, des avions de ligne. Hein. Apparemment, une alerte, les alertes notables, c'est des choses qui sont normalisées. Hein. S'il y a du trafic qui est sur les cours aériens, il y a des alertes qui sont mises, c'est international. Apparemment, cette alerte notable était restée suffisamment confidentielle pour quelque part, le risque de collision était relativement faible, mais enfin, les avions ont croisé le missile, ne s'y attendaient pas. Autre chose. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que voilà, nos liens avec l'armée de l'air et de l'espace nous permettent quand même d'avoir des informations hein, sur ce qui se fait au-dessus du territoire. Donc en 2023, voilà, la France a testé le VMAX. Hein, le VMAX, c'est pas, voilà, on ne va pas dire que c'est un missile hypersonique, on va dire que c'est un planeur hypersonique. L'actualité sur les missiles hypersoniques est ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, la France se dote de cette arme-là. Et ce jour-là, depuis Biscarrosse, il y a un essai qui a été fait. Hein, le missile a été lancé. Il a été largué hein, depuis le fusée. Comme ça passe. Et ça sera traversé de Biscarrosse. On a eu une centaine de témoignages hein, de Biscarrosse jusqu'à Perpignan, des gens qui avaient vu des chemins dans le ciel, qui avaient vu notamment ça. Alors ça, c'est lié justement au VMAX, hein. Mais c'est pas le VMAX qui fait les... C'est pas lui qui fait les... Voilà, qui soit capable de... Je veux bien qu'il soit hypersonique et qu'il soit manœuvrant hein, pour éviter d'être intercepté, c'est le but. Mais il n'est pas capable de faire ça quand même. Hein. Donc là, c'est typiquement le VMAX qui vole dans une altitude au-dessus de notre propose aussi, donc il est soumis à les traînées de condensation sont soumises au courant de G. Donc vous avez ici les cisaillements qui sont provoqués par les courants de G sur la traînée originelle, quelque chose qui est au départ du vol. Voilà. Ah, je vous laisse écouter. Il faut se voir aussi. Donc là, on est sur la région toulousaine. Là. Les gens voient ça, puis après ils vont chercher à voir un avion qui fait des traînées de condensation, et donc ils sont assez interloqués par le fait que celui-là, qu'ils identifient peut-être comme un avion, mais ça ne matche pas. Voilà, ils ne comprennent pas pourquoi l'un a des traînées de condensation et l'autre non. Alors l'enquête, c'est assez typique de ce que l'on fait avec nos amis de Météo France. Hein. On a déjà identifié les avions. Hein. On sait que le petit, grâce au radar CNOA, que c'est un Cessna, et le gros, c'est un Airbus. Et on va rechercher les courbes pression, altitude, température, hein, les diagrammes hein, qui permettent de voir que le Cessna, qui vole à une altitude de 13,3 km, puisqu'on a le CNOA, le cap nous donne l'information. Et à partir de là, on arrive à remonter à la température, à la pression à cette altitude-là. On sait que l'Airbus vole à 11 km/4. Pour vous dire qu'un petit Cessna, ça vole plus haut qu'un Airbus. Bon. C'est pas immédiat, mais c'est vrai, c'est comme ça. Et on se rend compte qu'en remontant sur ces cartes Appleman, on a ces espèces de cartes qui permettent de tracer le point de rosée, on voit que l'avion qui est à moins 53 degrés, avec des conditions de pression, il n'émet pas de traînée de condensation, alors que l'Airbus, qui se trouve plus bas et qui a une température un petit peu plus basse, lui va émettre des traînées de condensation, et c'est ce qui se voit sur la vidéo et qui permet d'expliquer. Voilà. Ça c'est une méthode école, à l'école. Voilà. C'est quelque chose qu'on déroule assez souvent parce qu'on a toutes les données et on arrive à faire une analyse assez poussée, je dirais, qui ne laisse aucun doute sur ce que la personne a vu. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ça. Alors ça, c'est un cas qui est assez connu, peut-être que vous le connaissez, mais enfin, c'est ce que je mets souvent, on le met parce que ça va vous expliquer un petit peu ce que les témoins peuvent ressentir lorsqu'ils voient des choses qu'ils ne comprennent pas.
Et vous allez voir que c'est quelquefois les gens, ils témoignent chez nous et ils appellent au secours même s'ils ne comprennent pas. Et c'est 10%. Viens voir. Regarde. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pas comme ça. Oh, maman. Mais c'est quoi? Mais c'est extraordinaire. C'est des étoiles. Mais c'est pas des étoiles. On a jamais vu ça. Mais il faut surtout appeler, je sais pas quoi là. Voilà, donc il faut appeler je sais pas quoi. Témoigner au GEPAN. Bon, vous avez reconnu ce que c'était. Oui, Voilà. Là. Lanterne chinoise, thaïlandaise, festive, on l'appelle comme on veut. C'est un vieux cas, hein, c'est le cas de 2011. On a toujours des lanternes. Hein. Et on a parfaitement identifié ce que c'était, on a eu le lieu de lâcher les lanternes, il y avait un mariage pas très loin, on a interrogé la mairie, les gens nous ont confirmé qu'ils avaient lâché les lanternes, on a parfaitement expliqué le cas. Vous voyez que les gens, quand on ne comprend pas, on ne comprend pas, et il n'y a pas d'autre. Est-ce que c'est légal? Un autre cas, alors là on se trouve dans le Pyrénées-Atlantique, Morlas, pas très bien non plus. Et là vous avez un extrait de la narration libre qui est faite sur on demande aux témoins de remplir un questionnaire, témoigner, ce que ça QT. Questionnaire technique, c'est un peu rébarbatif. Mais au moins ça demande un petit peu de concentration pour les témoins pour qu'ils remplissent l'azimut, si ça faisait du bruit, l'élévation. La couleur, pas mal d'aspects, et puis après il y a l'aspect psycho aussi, c'est un questionnaire qui est élaboré par un psychologue. Voilà. Et il y a une partie narration libre, et là c'est un extrait de la narration libre, la personne elle écrit ce qu'elle veut, elle décide ce qu'elle veut, elle envoie des photos, des films, elle fait ce qu'elle veut. Et là, donc, là elle a joué pas mal de photos, dont certaines ont été reprises par la presse. Hein. Le journal local Sud-Ouest a fait des titres avec ces photos-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc dans le ciel, voilà, bon, bref. Mais la dame, si vous intéressez le témoin, la presse c'est autre chose. Voilà, j'ai été brusquement réveillé par une sensation étrange que je ne saurais décrire autrement que comme une vibration, une impression de tension ou d'électricité dans l'air. Ce ressenti était si fort qu'il m'a poussé à sortir de mon sommeil. Je pourrais te dire même que le ressenti m'a tiré de mon sommeil et m'a poussé à me lever. Spontanément, je regardais par la porte-fenêtre donnant sur mon jardin, face à mon salon. Quelle surprise en découvrant des nuages en cercle dans le ciel. Voilà. Donc, la témoignée au GEPAN, la presse s'en est saisie, bon, bref, peu importe. Qu'est-ce que c'est selon vous? Un avion. Un avion. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de trajectoire en hippodrome, l'avion. Bon, ça ressemble à ça. Bon, c'est clair que nous sommes rapidement orientés vers ça, mais en fait, bon, c'est pas parce qu'on voit des traces d'avion qu'on peut conclure que c'est un avion. Nous, ce qu'il nous faut, c'est une trace radar ou quelque chose comme ça qui nous permette de. Donc, on a demandé au Cap Coda. Je dis souvent CNOA parce que ça change de nom, le Cap Coda, dans l'armée de l'air et de l'espace, nous restituer la trace radar au-dessus du site d'observation. Voilà, donc c'est toujours à peu près centré. Alors, je ne sais pas quelle est l'échelle ici. Voilà, c'est à peu près centré. Je ne sais plus quelle est l'échelle, je n'avais pas à lire. Vous avez une restitution d'une trace radar au moment, je dirais, de l'observation. Il s'avère que ce truc-là, voilà, vous avez les étiquettes ici qui vous permettent d'identifier l'avion, etc. Et en cherchant, bon, c'est un petit Pilatus qui larguait des parachutistes. Voilà. Bon, petit Pilatus, faire des traces comme ça. Plus l'altitude, en plus, je n'arrive pas à lire, je ne sais plus, c'est marqué, donc peu importe, je ne sais plus, mais en fait c'était assez bas. Bon, c'est pas possible que le Pilatus ait fait ses traces. Il y a eu aussi l'hypothèse que ce soit un nuage. Voilà, il y a des nuages, je ne sais pas si vous connaissez les nuages fer à cheval. Voilà, moi je ne connaissais pas mal de GEPAN, plein de choses au GEPAN. Les experts météo montrent voilà, ces espèces de turbulences là, qui se rapprochent un petit peu des turbulences que l'on voit dans les tornades.
permettent de former ces nuages bien faits en cheval. Par contre, je dirais l'orientation n'est jamais parallèle. Je dirais à la Terre, il y a toujours une phase, un arc comme ça, du haut de la condensation, de la gravitation, voilà, et de thermodynamique. Ça ne pouvait pas être ça non plus. Donc on a continué à creuser la piste aéronautique en demandant bien sûr un élargissement des traces, enfin, bien sûr. On a demandé un élargissement des traces au Cap Coda. Alors c'est très délicat parce que le Cap Coda ne garde les traces au radar qu'un mois. On ne peut pas garder toutes les traces radar. Ce qui intéresse le Cap Coda, c'est la défense aérienne, c'est le jour le jour. Hein. C'est pour faire décoller la chasse, tout ça. Le travail annexe pour nous notamment. Donc sur ces bandes, ils le gardent un mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. Donc il faut qu'on réagisse très vite si on veut des traces radar. On les a à tous les coups, mais il faut réagir très vite. Donc là, on a demandé un élargissement. On se rend compte qu'on retrouve ces caractéristiques ici de trajet à hippodrome. En fait, au-dessus, il y avait un transat qui est en train de surveiller le lâcher de parachutiste. Et il se trouvait quand même assez loin de la scène. Hein. Et ce jour-là, les conditions météo, je ne vais pas tout détailler ici, hein, qu'on a obtenu de Météo France, nous ont confirmé qu'à l'altitude où évoluait l'avion, il y avait le sens du vent qui ramenait les traces vers le théâtre d'observation. Donc ça commence à s'éclaircir, au moins pour ça. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez le témoignage, la dame disait, voilà, j'ai été réveillée par une sensation, une vibration qui m'a sorti de mon sommeil. Et justement, donc, au moment de en discutant avec elle, en développant un petit peu son témoignage, on a changé un petit peu l'horaire, je dirais, à laquelle elle s'est réveillée. Bon, c'est sûr qu'elle s'est réveillée, elle n'a pas tout du tout. Elle a pris les photos, elle a regardé l'heure après. Bon, on avait 5-10 minutes d'incertitude. Et on s'est rendu compte qu'avec ces 5 minutes d'incertitude, au-dessus de la scène d'observation, il y a 2 gros hélicoptères de combat qui sont passés au ras de sa maison. Et donc, en fait, qui ont fait vibrer sûrement sa baie vitrée. Et donc, tout s'expliquer. Voilà, donc ça a été classé A. On est bien retombé sur nos pattes, mais au départ, voilà. Donc, je ne sais pas si la presse a réagi, mais le témoin est content, nous aussi, on a trouvé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? Voilà. Ah oui, ici vous êtes sur les méprises avec des astres. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui se trompent, hein, qui ne savent pas, qui ne reconnaissent pas les étoiles, qui croient avoir une étoile dans leur visuel qui n'était pas hier. Donc voilà, vous avez ici la matérialisation d'une étoile qui scintille. Hein. La différence entre, on a aussi des méprises avec les planètes, bien sûr. La différence avec les planètes, c'est qu'elles ne scintillent pas, comme les étoiles, je dirais, du fait que, voilà, ça s'explique optiquement, hein, voilà, les étoiles dans le ciel ont je dirais, une taille angulaire très fine. Hein. Alors c'est moins d'une seconde d'arc. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les secondes d'arc, voilà, tout autour de nous, ça fait 360 degrés. Vous prenez 1 degré et vous le divisez par 3600 et vous avez une seconde d'arc. C'est très 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 petit. Et lorsqu'on est dans l'ombre de la seconde d'arc, il y a ce phénomène, je dirais, de diffusion dans l'atmosphère des longueurs d'onde qui nous proviennent de l'étoile, qui, en fonction des températures, des couches atmosphériques, de la densité des couches atmosphériques, je dirais, les couleurs ne nous arrivent pas au même moment, donc on a cet aspect de scintillement. Alors que lorsque c'est une planète, la taille angulaire est beaucoup plus grande et ce phénomène s'estompe et on voit vraiment quelque chose qui ne scintille pas. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si vous avez quelque chose, mais au moins ça permet de distinguer les gens qui se trompent avec des planètes ou des étoiles, sachant qu'on a la situation astronomique avec Stellarium ou avec d'autres outils qui nous permettent bien de voir ce que la personne avec dans son champ de vue au moment de l'observation, c'est quand même nous aiguiller. Donc on voit Jupiter, on voit Vénus, on voit Mars, on voit ce que de vos yeux voient Saturne. Ce sont les planètes qui traversent notre horizon périodiquement. On voit très bien Jupiter actuellement. Voilà, donc autre chose ici, film de vacances. Bon. Film de vacances, ça c'est pas quelque chose qu'on prend trop. Hein.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'on prenait des témoignages directs. Là, c'est quelque chose qui est imprimé sur un film. Bon, on l'a pris et ça me permet de voir que les gens aussi ont des maîtrises parce qu'en en visionnant leurs vidéos, ils se rendent compte qu'ils ont été conduits ce que vu un ovni. Voilà. Donc je vous montre, vous allez voir que l'ovni. Donc là, il filme, j'arrive à reconnaître où c'est parce que je ne sais, je ne vous dirai pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être reproduire l'antenne. Oui. Voilà. Vous voyez passer. Donc ça, tout ça bien sûr a été fait avec le logiciel de traitement d'image IPACO. On a récupéré le film original, on a travaillé, voilà, le logiciel est assez pratique. Et voilà, en ralentissant image par image, on travaille un petit peu. Je vais vous le remettre parce que je ne sais pas s'il n'a pas démarré. Le logiciel a été découvert. Oui, il est passé, oui. C'est ce que la personne a vu et qu'il a intrigué et qu'il nous a sollicité. C'est gentil, hein, c'est aussi pour vous expliciter, pour vous expliquer qu'il y a des choses que les gens croient voir aussi et qui sont trompés un petit peu par leur instrument. Un petit aparté sur les biais. On a tous des biais, moi y compris, hein, et des biais de perception notamment. Notre cerveau joue des tours. Et vous allez voir que dans certains cas, on peut relier directement ça à ce que les gens ont vu. Voilà, vous avez ici les illusions d'optique. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous voyez. Bon, pas très bien, il faut que ce soit le noir. Qu'est-ce que vous voyez? Un triangle. Voilà, un triangle. C'est normal, il y a 95% des gens qui voient un triangle. Il n'y a pas de triangle. Non, moi, c'est Pac-Man. Il n'y a pas de triangle. Vous allez voir qu'il n'y a pas de triangle. Les gens voient des triangles. Ils voient 3 points dans le ciel. Ah, entre ces 3 points, il y a quelque chose. Il y a un triangle. Là, je vous montre le triangle qui n'y est pas. Il n'y a pas de triangle. Et ça, si vous voulez, voilà, je vous ai oublié un exemple. En fait, là, on voit très bien encore un vol en escadrille, je ne sais pas si c'est comme un avion, ils ont les phares d'atterrissage allumés. Là, on voit très bien que celui-là décroche. Mais autrement, les gens ils vont décrire ça comme une unicité. Voilà. Et plus ils ont fait l'observation, plus l'observation date, plus ils vont mettre un triangle entre les pôles. Ça, c'est quelque chose que l'on a vu avec les psychologues. Donc, quand on les interroge, on le sait. Voilà. Et puis c'est pas les tromper, c'est essayer de remonter vraiment au souvenir et pas des choses qu'ils ont, je dirais, reconstruit pour aménager leur souvenir. Et ça c'est typique, hein. Ça c'est beaucoup de choses voient des triangles. Alors, il y a des exemples célèbres, je ne les connais pas par cœur, hein, je suis désolé, ma culture ovni elle n'est pas moins que certains d'entre vous. Mais des cas de triangle, il y en a. Voilà. Je ne dis pas que tout est comme ça, mais c'est un biais très important. Ici, vous avez ici cette illusion qui est très connue, je ne sais plus comment elle s'appelle, je publie le nom, voilà, donc je vous assure que les deux cercles orange ont la même taille. Voilà, la perception, voilà, notre cerveau il nous joue des tours. Appareil Dolly. Pardon? Appareil Dolly. Non, je ne sais plus ça, je ne me rappelle plus, je devrais le mettre, comme ça moi ça serait marqué, mais ça fait partie des classiques, je dirais. Ça aussi c'est un classique. Bon, on a pas mal de méprise avec la Lune, bon là c'est pas le cas. Et là je vous parle de l'illusion lunaire. Voilà, la Lune, lorsqu'elle est proche de l'horizon, notre cerveau la voit grosse, très grosse. Alors que la Lune, au pire de son orbite, qui n'est pas tout à fait circulaire autour de la Terre, sa taille ne peut varier que de 20%. Alors que vous voyez de Lune proche de l'horizon, le cerveau, je ne sais pas comment il analyse ce phénomène d'illusion lunaire. J'ai vu des documents qui datent du 6e siècle. Pour dire que les gens cherchent à comprendre pourquoi la Lune paraît grosse à l'horizon, le taille angulaire qui est. Et que le cerveau, lui, il voit pourquoi il voit une lune grosse alors qu'il n'y a pas de raison qu'il la voit plus grosse que lorsqu'elle est au zénith.
Alors une explication, c'est voilà, dans l'imaginaire, la Lune c'est grand, gros, et donc ça, si on voit des éléments de paysage qui sont, ça ne peut être que plus gros. Voilà, c'est une explication, il y en a plein d'autres. Hein. Alors je vous dis ça, mais c'est voilà, des illusions sur la taille, hein, enfin, je dirais, les méprises sur la taille de ce que l'on nous dit, mais ça, voilà, il y a quand même des choses dont le cerveau nous trompe, c'est involontaire, hein, c'est comme ça. Vous avez aussi, bon, là c'est voilà, aussi le fait de notre vision stéréoscopique hein, sur l'appréciation des distances qui est très limitée. Voilà, la vision stéréoscopique, le parallaxe, le parallaxe il est d'autant plus précis que cette distance entre les deux capteurs ici est importante, mais malheureusement entre nos deux yeux, la distance elle est escalée. Donc apprécier les distances, même si c'est quelque chose qui est un réflexe, je ne sais pas si ça vient du cerveau du limbique, on ne réfléchit pas. Hein. Je vois que monsieur est plus proche que madame parce que j'analyse de proche en proche et je vois que mais bon, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Lorsqu'il n'y a pas de repère, c'est plus compliqué. Voilà, alors là vous avez tous les gens vont vous dire j'ai vu un truc qui faisait 400 mètres de diamètre, qui volait à telle altitude, et l'autre il va dire ben non, ça volait à 12 mètres, c'était plus gros qu'un papillon. Mais ça c'est typique, hein. C'est des choses que l'on rencontre et nous, les psychologues vont vous dire qu'il est impossible de donner la taille de quelque chose que l'on ne connaît pas. Ils vont vous dire ça. Pour nous, on est mona brut avec les témoins, on ne leur dit pas ça parce qu'on ne connaît plus. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui est fréquent. Hein. Alors voilà, quand vous avez ça, il se balade. Hein. Le ciel, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est scopique. Pardon? Pardon, j'entends pas, excusez-moi. Une capsule de Non. Un ballon là? Un ballon? Pardon? Un ballon? Ouais, c'est un ballon sonde pour la météo. Hein. Alors, ce sont des générations de ballons qui sont utilisés pour faire de la calibration d'autres ballons. Hein. Ça fait de la triangulation radar, en fait. Il lâche ce ballon qui est complètement passif, qui fait 1,50 m ou 2 mètres de diamètre. Je vous le dis. Et donc, vous voyez les facettes qui sont dessinées dessus, c'est étudié pour réfléchir les ondes de radar. Vous faites la triangulation. Et ça permet de calibrer des ballons sondes actuels qui ne sont pas du tout fichus comme ça. Et quand vous voyez ça dans le ciel, ben là, quelqu'un va vous dire, voilà, il y a une image autour, mais il va vous dire, ben, ça fait 1 mètre de diamètre, ça fait 20 mètres de diamètre, ça fait 30 mètres de diamètre. Ben, voilà, ben, ça fait difficile à dire, quoi. Il faut trouver d'autres arguments pour apprécier la taille que quelque chose, de donner une taille de quelque chose que l'on ne connaît pas, qui évolue dans un repère que l'on ne connaît pas. Allez, la dernière illusion, c'est une illusion qui est, on appelle ça la vision optique. Donc là, je vous résume la situation. C'est une dame qui témoigne au Japon. Cette dame, c'est une artiste peintre. Et donc, elle nous a procuré toute une série de tableaux, de tableaux faits au stylo bille pour nous retracer ce qu'elle a vu. Donc les tableaux, on lui a tout restitué, on n'utilise pas ça, c'est une œuvre d'art, donc on a fait une animation qui permet, je dirais, de rappeler ce qu'elle a vu, mais je ne peux pas montrer les vrais tableaux, qui sont magnifiques. Bon, je pense que vous avez certains, quand on voit les coups de stylo bic, je crois que c'est pas tout à fait bien focalisé, on les voit bien. Et donc on a eu toute une série de tableaux, cette dame cherchait à voir ça, dans le ciel, qui l'intriguait. Voilà. Donc je continue. Désolé. Donc cette dame voit, elle ne voit pas très bien ce qu'elle cherche. Donc, elle prend des jumelles. Elle prend des jumelles, elle regarde avec des jumelles. Elle utilise les jumelles de la meilleure façon qu'elle sait. Et elle voit l'objet dans le ciel, elle le voit, voilà, il y a une forme qui évolue. Lorsqu'elle modifie la mise au point, elle voit ça. Elle voit ça. Elle cherche, elle fait bouger, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, elle fait bouger ses yeux devant les oculaires. Voilà, C'est pas sur bizarre, le ça. C'est pas sur la vitre? Pardon? Il n'y a pas un truc sur la vitre? Non. Elle voit ça, elle se dit qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est pour vous? C'est défocalisé. C'est défocalisé, oui, c'est très bien, c'est défocalisé.
Et ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est qu'elle voit dans les jumelles, en fait, elle est en train de regarder son fond d'œil. Elle regarde son fond d'œil, donc elle défocalise, ça marche lorsqu'il y a une source ponctuelle, hein. Ça ne marche pas, ça c'est faux, il faut avoir une source ponctuelle en fait. Une source ponctuelle qui est focalisée au mauvais endroit dans l'œil, hein. Donc au lieu d'avoir au lieu d'avoir l'image qui se focalise sur la rétine, eh bien, en fait, vous êtes en train de vous observer votre faute d'œil et voir même les défauts que vous avez sur votre cornée. Hein. Donc, on voit plein de choses, il y a plein de papiers sur ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la vision optique. Alors, c'est un piège hein, lorsqu'on utilise un instrument. C'est pour ça que c'est des cas on ne les prend pas trop parce que bon, là, on arrive à l'expliquer scientifiquement. Il y a plein de papiers, on est en train d'en écrire un aussi. Concernant ça, oui, on voit même les corps flottants, ça vous est peut-être déjà arrivé, hein, dans l'humeur vitrée, là, tout ce qui est les impuretés, parce qu'elles passent devant la rétine, on les voit. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver, qui arrive au plus grand en fait. Hein. Donc ce monsieur-là, Percival Lowell, était un astronome très réputé hein, du début du siècle, hein, et avait fait énormément d'observations de Vénus. Voilà. Et de Vénus, il voyait ça, lui, avec sa lunette. Et puis il était très sûr de lui, hein, donc il a publié, et voilà, les canaux sur Vénus. Les canaux sur Vénus. Sur Mars. Sur Mars. On a sur Vénus aussi. Les canaux sur Vénus, donc j'ai l'étude ici avec Pierre Lagrange. Les canaux sur Vénus et sur Mars, donc sur Mars c'est autre chose, c'est notre histoire qui a été voilà, donc Vénus, très longtemps. C'est resté, alors que Vénus est une planète hein, que l'on voit tous les soirs, qui est recouverte à une couverture nuageuse à 100%, des nuages super épais, pas très sympathiques, de l'acide, etc. Voilà. Et en aucun cas, avec un appareil de cette génération, ils pouvaient les voir, ceux qui se traversaient les nuages, et voir avec des mouvements appropriés, je dirais, le profil rocheux de Vénus. Voilà. Donc ce monsieur lui-même a été trompé par son instrument. Voilà. Et c'est bien Vénus, Mars c'est notre histoire. Il y a une étude qui a été faite par Pierre Lagrange, qui est expert auprès du GEPAN. La diversité des phénomènes, je ne sais pas que là il est. C'est bon, c'est bon. La diversité des phénomènes, voilà, donc ici, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, vous allez tout reconnaître peut-être, voilà. Ah oui, ça je connais. Alors C'est des sketch traceurs. ouais, c'est les sky traceurs, les projecteurs, projecteurs lumineux, projecteurs laser qui viennent se refléter, qui se projettent sur une couverture nuageuse ou une brume. Et voilà, donc ça c'était la région, c'était vers Albi, ça, dans la région sud. Et je les ai vus. C'est difficile à rendre en photo, en vidéo. Je les ai vus moi-même, ceux-là. On a vraiment l'impression que c'est derrière les nuages. Vraiment l'impression que ça peut tromper. Mais on a bien vérifié qu'est-ce qu'on a vu. Il y avait une boîte de nuit et qui mettait ça dans le ciel. Voilà. Alors quand on reçoit une photo de témoin, voilà, c'est les sky tracers ou les sky rose. Les sky rose c'est une appellation, une marque. Voilà. Voilà. Quand le témoin nous envoie ça, bon. Je vous envoie une photo, et voilà, mais qu'est-ce que c'est? Bon, très bien. Voilà. Ça aussi, c'est un sky rose. C'est un peu plus trompeur. Voilà. Je ne sais pas si on voit très bien ici. Oui. Voilà. Donc ici, ce sont les ballons. Hein. Des ballons lumineux, des ballons à LED. Les gens ont beaucoup d'imagination pour faire voler tout et n'importe quoi. On en trouve dans le commerce de toutes formes, de toutes couleurs, de toutes tailles. Et voilà, donc les gens, on a des gens qui sont spécialisés, des enquêteurs qui nous ont tout un panorama de tout ce qui se fait comme forme de ballon. On arrive à peu près à quand c'est vraiment un ballon, quand c'est porté par le vent, dans les directions du vent, qui nous est confirmé par Météo France ou les stations de météo locales. Bon, il y a peu de doute. Bon, ça, on est à Marseille, là, sur le stade Vélodrome. Voilà, donc ça, on reconnaît le bruit là, je ne vais pas diminuer, mais voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui regarde le match à Marseille?
Hein? Ah, c'est le Voilà, c'est les oiseaux, c'est des goélands qui sont sur le stade. Voilà. Bon, je vous mets ça, c'est amusant, mais des méprises avec des oiseaux, ça existe. Il y a des oiseaux qui volent à 10 000 mètres d'altitude. Il faut savoir. Les gens qui voient des choses qui disent c'est pas possible que ce soit un oiseau à cette altitude-là, il y a des grues qui volent à 10 000 mètres, même plus haut. Donc, des fois, il faut être prudent quand on affirme que ça ne peut pas être un oiseau. Bon, on travaille avec des ornithologues qui nous disent non, ça peut arriver. Voilà. Là, c'est évident, c'est vraiment pour l'animation. Voilà, ici, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, c'est. Voilà. Voilà. Alors, je crois que c'est sur Paris. C'est qui est étonnant, même. Paris. J'ai oublié de mettre. Hyper bizarre. Hyper bizarre. Hyper bizarre. Les gens ne sont pas du tout inquiets. Hein. Voilà. Donc ça, c'est soit à Paris ou aux régions parisiennes. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Du truc. Non. Ce sont des drones. Des drones. Donc les drones, contrairement à ce qu'on pense, c'est une part très faible des observations. Voilà. On pourrait dire que les drones, voilà, il y en a partout, tout le monde en a, tout le monde a de l'imagination pour les parer d'éclairage, ce qu'il faut là. Voilà. Et finalement, non, c'est pas forcément. Les gens se laissent pas prendre. Nous, on a très peu de témoignages sur les drones. Il faut qu'on arrive à. C'est très réglementé les drones, le vol de drones, mais on était très étonnés parce que. On n'a pas le droit, c'est la région. Voilà. En urbain, on n'a pas le droit d'avoir des drones. Pourtant, c'est des drones. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, c'est une situation astronomique, en fait. Ça nous a été rapporté par un astronome, en fait, qui. Alors, vous avez vu le... Je l'ai pas vu, c'est par là, par ici. Voilà, vous avez vu le petit point là? Ouais. Voilà. Donc ça c'est voilà, l'astronome nous appelle, voilà, le prochain Armageddon, hein, bref. Et encore une fois, bon, on a réussi à trouver l'origine, hein, en fait, on a travaillé justement avec les gens du Centre d'observation national de l'espace qui nous ont dit qu'à cette altitude-là, enfin, vu la trajectoire qui était décrite et l'angle d'observation, en fait c'était un vieil étage de fusée qui évoluait en tonneau et de temps en temps il était éclairé par le soleil et c'était le reflet que les gens voyaient dans le télescope. Voilà. C'est quelque chose qui est également, voilà, ça fait partie des cas que l'on a à traiter. Voilà. C'est un ovni. Voilà. Franchement, c'est un ovni. C'est sûr. Ah non, ça me forme. Bon, les gens ne sont pas inquiets, hein. Déjà bien. J'arrête. Qu'est-ce que c'est selon vous? Une formation d'oiseaux. Oui, Ah, c'est pas les oiseaux. Les insectes? C'est pas les insectes. c'est pas la perte d'un carburant. Ah oui, du kérosène, non? Ouais, c'est un rond de fumée. Je ne vous ai pas tout dit. En fait, ces gens-là sont en train de faire un barbecue à 10 km du Puy du Fou, en Vendée. Et en Vendée, il y a un spectacle pyrotechnique ou un spectacle où il y a un rond de fumée. Ça peut arriver auprès des volcans aussi. J'ai vu qu'à l'Etna aussi, ça fait des formes comme ça. Bref, là, manifestement, on est remonté. On a le vent qui est porteur dans ce sens-là. On a les conditions météo. L'estimation de la hauteur a été faite aussi par triangulation avec Copaco. Parce que je ne vous ai pas mis sur la vidéo, on a des points de repère. Et à ce moment-là, il y avait le spectacle, je ne me rappelle plus le nom, je l'oubliais, et il mettait des ronds de fumée. Et les conditions faisaient que ce rond de fumée est resté formé pendant plusieurs kilomètres, qu'il arrivait au-dessus des gens qui étaient tranquillement de faire leur barbecue. Voilà. Voilà. Ici, quelque chose qui est une autre forme d'OVNI, hein, ce sont des rentrées atmosphériques. Alors là, je vous ai présenté un cas réel qui a eu lieu cette année. On a été en janvier 2021, donc ça date un petit peu. Je dirais les autorités qui gèrent l'ISS, hein, la Station Spatiale Internationale. Donc, la Station Internationale ici, prise en photo depuis la Terre, conditions spéciales. Les autorités ont décidé de se débarrasser
d'un cargo de batteries usagées. Bon, 2,9 tonnes le cargo. Voilà. Donc vous avez ici le bras de l'USS, et donc ce cargo plein de batteries ici, il dit quel camion, probablement, de la taille. Il est largué par le bras, bien sûr, il est bardé de capteurs. Et vu l'attitude de l'ISS qui est connue, sa vitesse, le facteur de forme du cargo, les gens ont estimé que ça allait vraisemblablement rentrer dans l'atmosphère en mars 2024. Donc on a surveillé tout ça. Ça tourne bien, j'étais aux manettes, donc on a eu des alertes, et surtout ça a été suivi par plein de communautés. La France suivait ça, l'Agence spatiale européenne suivait ça, les États-Unis suivaient, pour essayer d'estimer où est-ce qu'il allait tomber. Donc voilà, parce que comme très bien, on n'a pas d'idée. Habituellement, on s'arrange pour que les rentrées artificielles se fassent dans le Pacifique Sud, qui est la zone de la moins habitée, le moins de risques, on prend le moins de risques possible. Mais là, on ne savait pas trop. Et là, vous avez ici notamment les deux dernières traces qui étaient escomptées au-dessus de la France, de ce pelé ici. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, vous avez une autre façon de le décider. Vous avez ici les deux dernières traces, donc l'avant-dernière, la dernière, au-dessus du territoire national. Donc moi, j'ai averti tous les enquêteurs que l'on a dans l'Est ici. Et puis, ils se sont auto-avertis, ils n'ont pas besoin de moi. On va faire une magnifique observation d'OVNI ce jour-là. On a l'heure, on a tout. Tout ça, vous avez l'hôtel universel. Bref, tout ça, c'est parfaitement. Manque de peau sur la région ouverte. Voilà. Donc, on s'est réfugié. On a récupéré quelqu'un qui l'avait filmé en Allemagne. Voilà. Je pense qu'on va le voir. On ne voit pas très bien. Je ne sais pas. Elle est ici, là. On voit le point ici qui se balade, là, je suis désolé. On voit le point qui se balade, un petit peu comme on voit passer l'ISS, je dirais un petit peu plus vite parce qu'il est plus proche de nous, bien qu'il soit encore à la même vitesse, quasiment, sa vitesse ne s'est pas beaucoup érodée. Et ça, c'était la dernière trace avant qu'il rentre dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il atteigne entre, je dirais, 100 km d'altitude et qu'il arrive au sol. Et donc vous avez la prévision d'impact. Le coup n'était pas si mal joué, puisque finalement, vu les dernières reconstitutions, finalement ça va vraiment tomber dans le Pacifique Sud. Très bien, J-2. Bon, ok. Puis nous, les gens justement du service anti-collision et du COS nous disent, voilà, nous, alors ça c'est une carte du Centre opérationnel sur les espaces, vous voyez tous les territoires ici, on va pas travailler sur le flou, mais ils sont surlignés, là, les gens sont responsables, je dirais, de la sécurité spatiale au niveau des zones habitées françaises, la Guyane, la France, la Réunion, on ne voit pas très bien, c'est un peu flou, donc c'est là. Et donc eux, ils ont dit, nous, on pense plutôt que ça va tomber là. Donc là, vous avez ici le Mexique, la Floride. Très bien, c'est bon, voilà, donc finalement... voilà la zone d'impact à J0, là, elle a été confirmée là, au proche des terres. Hein. Donc, vous avez le Mexique, le Yucatan, là, et la Floride, ici, avec Naples, qui est une ville en Floride qui est d'importance ici. Et voilà, donc on pourrait voir, c'est à cet endroit-là que se serait aligné. L'astéroïde. Comment ? Ouais, voilà, le gros astéroïde qui aurait causé l'extinction des dinosaures. On n'en est pas là, voilà. Mais enfin bon, c'est pour mémoire. Enfin, encore c'est même pas sûr, je sais qu'il y a d'autres théories, peut-être que c'est pas ça, mais peu importe, c'est pas l'objet. Et voilà, donc la prévision d'impact est là, et finalement la prévision d'impact, elle a bien eu lieu là, donc elle a été confirmée. Et on a eu quelques dommages collatéraux. Donc ça c'est le témoignage d'une personne qui a témoigné sur Twitter, hein, qui dit est-ce que quelqu'un peut nous dire comment contacter la NASA? Parce qu'il y a un bout en fait, qui a traversé le toit de sa maison, qui a traversé le plafond, qui s'est planté à le parquet. C'est ce bout-là. Alors voilà les photos qu'il avait publiées, ce monsieur. Puis je pense que la NASA a été bien mis au courant, parce qu'ensuite la NASA a bien sûr récupéré ce morceau-là
et a bien fait les analyses. Ce matériau c'est un matériau métallique, c'est de l'inconel, qui est largement utilisé dans le spatial, qui appartient vraiment qui appartenait à ce cargo et qui servait justement à brider les batteries les unes par rapport aux autres. Et ce truc-là a survécu à la rentrée. Et ça a fait déjà un bel ovni au niveau de la rentrée finale, enfin quasi finale à l'atmosphère, avec ses dommages collatéraux. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, oui, c'est une image d'une rentrée atmosphérique surveillée. Voilà, donc ça c'était la rentrée de l'ATV, hein, le véhicule qui assurait il y a quelque temps le réapprovisionnement de la Station spatiale internationale. Vous avez vu, il rentre dans l'atmosphère, il brûle, et à un moment donné il y a un impact qui est quelquefois voulu, hein, c'est-à-dire qu'il y a des c'est fait pour démanteler, je dirais, le véhicule pour qu'il se coupe en plusieurs morceaux pour que ça brûle plus facilement dans l'atmosphère. Et quelquefois, c'est peut-être pas le cas là, mais le cas de l'astéroïde, c'est quand la météorite traverse l'atmosphère et qu'il passe la vitesse du son, l'impact fait éclater le corps en plusieurs morceaux. Tout le monde est content. Le cas, il est expliqué, alors les fameux KD, je vous ai mis 2 cas. Le cas D ici, donc on en a parlé tout à l'heure, ça se passe en Bretagne, à Crozon, je crois que c'est en 2020. Donc ça c'est une reconstitution qui a été faite, hein, on ne voit pas très bien, il faut peut-être que je... Donc voilà, donc là, une personne qui circule dans un véhicule, il pleut, on le voit pas, enfin, on le devine. Et quelque chose la suit, ça passe derrière les arbres, enfin le précède, pardon, ça passe derrière les arbres. Ça a cette forme-là, il n'y a pas de photo, pas de vidéo, on a simplement des dessins et un témoignage. Cette forme voilà, le précède jusqu'à un certain moment. Et après, je crois même qu'elle s'arrête quand elle s'arrête, et ensuite elle va disparaître en bondissant dans la forêt. Ça, c'est la façon dont ça nous a été retranscrit. L'enquête a été faite par plusieurs enquêteurs hein, qui ont fait l'enquête à distance, qui ont été sur le terrain, qui ont interrogé le témoin, qui ont fait des enquêtes de proximité. On a un enquêteur en Bretagne donc, qui connaît très bien le lieu. Énormément d'hypothèses ont été explorées. Il y a des éoliennes pas loin, il y a une base militaire pas loin, il y a une base de drone pas loin, il y a des choses où on a vérifié que ça ne pouvait pas être aussi l'éclairage de voitures, de camions qui seraient derrière. Mais bon, énormément de choses ont été explorées, le rapport a été publié, on en a parlé tout à l'heure. On a retrouvé, on ne sait pas ce que c'est, on a jugé que le témoignage était suffisamment consistant, la quantité d'informations qu'on a retenues nous est jugée fiable et objectivée, on va dire. Et voilà, donc on a classé le KD. On n'a pas expliqué, on ne sait pas l'expliquer. On s'arrête là, on ne sait pas l'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas, peut-être qu'on ne trouvera pas. Mais là, aujourd'hui, il est classé D. C'est pas le dernier qui a publié, c'est l'année dernière. J'en ai un autre derrière qui était classé D aussi également. Donc ça, c'est en Moselle, je crois que se passe dans l'Est. Là, on a 2 témoins en fait qui ne se connaissent pas, qui témoignent sur la même chose en fait, ou pour une observation faite le même jour à la même heure. Donc une personne qui se déplace en voiture sur une route et qui voit quelque chose que je décris comme un cercle vert qui se déplace à basse altitude, pas très vite, voilà, qui est entouré, je dirais, d'une auréolé de quelque chose de rouge. Vous avez le sens de déplacement ici. Ici, il nous dit qu'il y a quelque chose au milieu. Voilà, bon, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On a une autre personne qui est également sur un véhicule sur une route annexe, en fait, qui fait la même observation, qui par contre est complètement apeuré, parce que ce truc-là survole sa voiture à basse altitude, et elle a contacté le GPS de façon très affolée. L'enquête a été menée donc en 2014, le rapport a été publié en 2016. On n'a pas réussi à comprendre ce que c'était. C'est resté publié en 2016, c'est resté 8 ans inexpliqué.
jusqu'à ce qu'un enquêteur qui avait participé à cette enquête-là, un soir, par inadvertance, a entendu un bruit fracassant au-dessus de sa maison et il a vu ça. Voilà. Voilà. C'est un hélicoptère Caïman NH90 en fait, qui a la particularité, lorsqu'ils sont à l'approche ou lorsqu'ils voient la proximité, d'allumer sur sa pale un éclairage vert et rouge. Et ce truc-là, bien sûr, en 2014, cet hélicoptère, c'est bien sûr un hélicoptère de l'armée, hein, ça ne fait pas beaucoup de bruit. En 2014, on savait qu'il y avait une base militaire pas très loin, mais en interrogeant tout le monde, personne ne nous a parlé de ça. Il n'était pas bon de parler, voilà, l'armée ne dit pas ce qu'elle fait, globalement, lorsqu'elle ne va pas le dire. Et c'est par inadvertance qu'en fin d'année dernière, au début de cette année, la personne a reconnu ce truc-là et a fait le lien avec ce qu'avait vu la personne. Et en remontant à l'enquête, on s'est rendu compte que la base ici, qui avait les secrets, c'était pas des secrets, mais enfin, les gens ont parlé, ils avaient bien des hélicoptères comme ça sur la base. Et à cette époque-là, c'était plus nouveau, mais on n'a pas non plus cherché à les interroger parce qu'on n'a pas compris ce que c'était. Dans ce truc-là, pour vous dire que ça a été déclassifié, de DA, voilà, les cas qu'on n'explique pas ça reste ouvert, hein, c'est pas un classement définitif, alors on n'expliquera pas tout. Il y en a qui disent que oui, moi je ne suis pas sûr, mais globalement il y a une certaine suite dans nos activités, vu le fait que le GEPAN mène une activité continue depuis dans sa forme actuelle depuis 19 ans et auparavant, comme je l'ai parlé, avec nos prédécesseurs Power, Esther et Velasco. Voilà. Un cas en cours, si vous avez l'idée. Là, on a le Gers. C'est pas vieux non plus. Bon, on a un peu travaillé, on commence à avoir des idées, mais tant que c'est pas publié, on ne le dira pas. Voilà, donc c'était un astrophotographe qui fait une observation de nuit et qui, au moment de la reconstruction de son observation, il voit ça. Voilà. Donc il voit ça, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse vos idées. On a pas mal cherché, on a émis pas mal d'hypothèses. On commence à avoir une bonne idée, mais bon, je n'en dis pas plus parce que ce n'est pas publié. Et si vous avez d'autres idées que je pourrais verser au dossier, je suis prêt à les prendre, sachant qu'on a quand même patiné un bon moment entre des hypothèses, insectes, oiseaux, ballons et autres, et on cherche encore toujours. Qu'est-ce que cette personne avait pu imprégner sur son capteur, sur son télescope, et on est en train d'essayer d'aboutir. Vous pouvez remettre la vidéo, s'il vous plaît? Ça fait un Noël. Ouais, c'est ce que j'ai. Ah, c'est les rennes. Ouais. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Ah oui, on va parler des autres ovnis. Voilà, donc ça, ce sont des... c'est issu de publications, pas si récentes que ça, mais peu importe. Voilà, donc, comment je vous ai trouvé ça? Des planètes habitables dans notre galaxie. Voilà, vous savez que depuis 1995, on a découvert la première exoplanète. C'était une découverte faite en France en plus. Par un Suisse, depuis l'Observatoire de Provence. Et depuis c'est un champ d'exploration très important en astronomie et en astrophysique, pour essayer d'étoffer cette découverte. On a actuellement 6000 exoplanètes ont été découvertes dans notre galaxie. On a 7300, je crois. On a plus que 7300. Je ne sais pas combien il y en a, autour de 6000 sur les trucs officiels, peut-être que bon, je sais pas, voilà. Donc, et là, c'est une publication qui cherche à voir un petit peu, en partant des lois de Kepler
je dirais, de la façon dont fonctionne la mécanique céleste, de voir un petit peu, d'estimer à partir de ce que l'on connaît, en faisant une répartition statistique, hein, en prenant des hypothèses plus ou moins conservatives. Ça, c'est quand même une publication officielle qui est dans un des colloques scientifiques et qui dit, voilà, c'est la recherche de planètes rocheuses du type Terre, on va dire, hein, qui seraient dans une zone potentiellement habitable. Hein. Vous avez ici un petit peu les caractéristiques, hein, donc on cherche des planètes qui font entre 0,75 et 1,5 fois le rayon de la Terre, qui orbitent dans une zone dite habitable entre 1 et 1,70 unités astronomiques autour d'étoiles de type G. Alors l'étoile de type G, notre Soleil est une étoile de type G. C'est une étoile qui a une température de corps noir de 6000 degrés, qui a une luminance qui est issue également de nos rapports entre la taille et sa température. Et en fait, voilà, donc ça c'est l'introduction statistique. Moi je ne suis pas très bon en statistique, là, on parle de centiles ou de percentiles, c'est vraiment une approche statistique avec 0,18 planètes par étoile, en tenant compte que ce ne sont pas des systèmes binaires, enfin, je ne rentre pas trop dans les détails. Et voilà, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on estime la quantité d'étoiles dans notre galaxie à 400 milliards, ce qui est encore une estimation, voilà, il devrait y avoir à peu près 6 milliards de planètes rocheuses du type terrestre dans notre galaxie. Ça ne veut pas dire que ce sont des terres, ça ne veut pas dire que c'est habité. C'est dans des zones potentiellement habitables. C'est-à-dire, on sait aussi que l'eau a ensemencé l'univers, du moins la galaxie. Il n'y a aucune raison que ces planètes soient confrontées également à un environnement humide. De là à ce que la vie éclose, c'est une autre histoire. Voilà. Donc ça, c'est pour réveiller un petit peu les progrès de la science. À un moment donné, on disait bon, les extraterrestres n'existent pas parce qu'il n'y a pas d'autre planète que la Terre. Bon, ce truc-là, il faut le gommer. C'est canon. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup travaillé avant de rejoindre le GEPAN sur la sonde JUICE. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la sonde de JUICE. Moi, je m'occupais des instruments scientifiques français. Donc, JUICE, Jupiter, ici, l'explorateur des lunes glacées de Jupiter. Vous avez aussi une observation de Jupiter telle que vous pouvez la faire même aujourd'hui, hein, avec une lunette de bas de gamme, hein, en fait, où on voit Jupiter. Et les 4 lunes, on ne voit pas très bien Europa, ici, enfin, les 4 lunes galiléennes, ici, les 4 lunes découvertes par Galilée vers 1600, on va dire, qui sont des plus grosses lunes de Jupiter, qui comptent à peu près 90 lunes. Voilà. Et donc, JUICE est une sonde qui a été construite par l'Europe spatiale. Hein, 17 pays en Europe ont contribué à la réalisation de cette sonde. Moi, je m'occupais de la partie française. Et une des missions de JUICE, c'est d'aller explorer, survoler, plus précisément, la lune Europa, qui se trouve ici, on ne voit pas très bien. Voilà, c'est Io, Europa, Ganymède et Callisto. Ce sont les 4 lunes ici. Donc Europa, vous l'avez ici avec un écorché. On sait qu'Europa dispose, ce sont des images, des analyses qui ont été faites avec des spectros, et avec le télescope Hubble et je dirais toutes les façons observées, dispose, ça reste à confirmer et à vraiment très sûr, d'un océan d'eau glacée sous une banquise d'une épaisseur assez importante en fait. Cette eau, en fait, elle serait posée sur un manteau silicaté, comme sur Terre. C'est la spécificité d'Europa qui fait de cette lune un objet exobiologique de très grand intérêt. À tel point qu'on cherche à le préserver. Sur la sonde de JUICE, il a fallu qu'on démontre, dans le cadre des démarches de protection planétaire, hein, que même si on avait un accident, je dirais, dans la trajectoire de la sonde, lorsque vous veniez se rapprocher de l'Europa, il fallait qu'on s'assure qu'on n'allait pas se cracher dessus, qu'on n'allait pas polluer Europa, qu'on n'allait pas oublier des choses à conserver. Ce qui nous a obligés, qui a obligé l'Agence spatiale européenne à revoir un petit peu sa mission et à ne la survoler qu'à une hauteur de 400 km. Ça, c'est pour des démarches de sécurité. Et on voit ici dans l'écorché, ici des zones rouges un petit peu plutôt sur la surface. Ici, et ça, ce sont des zones. Cette banquise, on sait qu'elle est crevassée, qu'elle est craquelée.
ce qui prouve que l'océan est liquide, puisque ce sont les effets de marée avec Jupiter qui font craquer la banquise, et on a même vu des geysers qui ont été photographiés par les sondes, notamment la sonde Juno qui orbite autour de Jupiter. Donc il y a potentiellement de l'eau liquide, il fait très très froid là-bas, et dans ces crevasses, ces zones rouges que l'on voit, ce sont des matières organiques. Ça a été également observé avec les spectromètres spatiaux. Donc, ce n'est pas parce que c'est des éléments organiques que c'est de la vie, donc il faut l'organiser. On ne sait même pas très bien comment la vie est apparue sur Terre, hein. On cherche toujours, et justement on va chercher au proche de chez nous, notamment sur Mars, je dirais, les aspects prébiotiques, je dirais, pour voir un petit peu comment ça a pu démarrer. Mais voilà, donc de l'eau, il n'y en a pas très loin de chez nous avec une forme liquide. Hein. Je vous rappelle que l'exobiologie, telle qu'elle est définie de façon convention, je dirais, universelle, c'est une recherche de vie, mais c'est avec un vecteur porteur qui est de l'eau liquide. Vous pouvez imaginer tout ce qu'on veut, je ne sais pas quoi, l'exobiologie s'arrête là. Voilà, donc, s'ils sont là, s'ils viennent nous visiter, est-ce que des civilisations extraterrestres existent ou ont existé? Donc là, moi j'ai mis quelques paramètres, hein, je dirais voilà, la taille de la galaxie, voilà, je dirais ça fait, bon, c'est compte rond, c'est plus facile les calculs, on va dire que ça fait à peu près 100 000 années-lumière de diamètre. 100 000 années-lumière de diamètre, bon, très bien. Est-ce que ces civilisations extraterrestres, est-ce qu'elles auraient entrepris un voyage pour venir nous visiter, si elles existent? Si elles ont eu envie de venir nous visiter, si elles ont été suffisamment intelligentes pour développer une technologie, pour venir nous visiter, etc. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Est-ce qu'elles ont vraiment entrepris le voyage? Et à la vitesse de la lumière, voilà, il faut 100 000 ans pour traverser la galaxie. Bon, les sondes terrestres, je dirais les Formule 1 terrestres, voyagent à peu près 10 000 fois moins vite que la vitesse de la lumière. Et encore, c'est vraiment les Formule 1. Hein. Pour mémoire, les sondes de voyageurs qui ont quitté le système solaire voyagent à 15 km/s. Donc là, on serait plutôt à 30 km/s. Et à 30 km/s, il faut plus de milliards d'années pour traverser la galaxie. Voilà. Alors, le paradoxe de Fermi, hein, ça c'est donc Enrico Fermi, un prix Nobel qui a émis ça il y a 50 peut-être. Plus que ça. 1960 Et il a été pris Nobel par là, donc qui a émis ce paradoxe, et qui a dit bon, paradoxe, ça veut dire que c'est un paradoxe, hein, c'est quelque chose qui est logique sans l'être, qui n'a pas de sens, qui est rationnel, au point même qu'on ne sait pas l'expliquer. Voilà, mais lui il a quand même dit, voilà, à l'âge de l'univers c'est 15 milliards d'années, même si des gens voyagent plus ou moins lentement, vu la taille de l'univers, si quelqu'un existait, il peut peut-être venir nous voir. Voilà. Et s'ils sont venus nous voir, est-ce qu'ils sont pas venus, est-ce qu'on les intéresse pas? Est-ce qu'on a une espèce de zoo pour eux? Est-ce que voilà, enfin, voilà. Donc, tout ça c'est, voilà. Je vous parle de ce paradoxe parce que la question va venir hein, voilà, depuis que les exoplanètes ont été mises à jour, on est un peu plus ouvert, hein, mais de là à imaginer une vie extraterrestre et une technologie, le GEPAN n'en a pas la preuve. Et aucune organisation internationale en a la preuve. Ça, je peux vous assurer. Tout ce qu'on entend, bon, je ne commenterai pas trop, mais c'est vraiment c'est sacré. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Un peu de biblio. Il y en a plein là-bas, mais je ne sais pas si. Voilà, donc vous avez ce site ici, Méprise du ciel, que certains connaissent. Vous avez le GEPAN verse ces images à ce site parce qu'on a tous les droits, parce qu'on a tous les droits, parce qu'on a l'autorisation de publication. Là, vous reconnaissez, voilà, une méprise avec la Lune, hein, les artefacts, là, je ne sais plus ce que c'est, je ne vois pas très bien, les trains de Starlink, les lanternes, les farfadets, les sprites et les rentrées atmosphériques. Les nuages lenticulaires, il y a plein de choses, c'est super bien fait. On renvoie vers ce site, sur le site du GEPAN. Voilà, et vous avez également des podcasts qui sont faits par un enquêteur qui est bénévole, hein, qui raconte, je dirais, les cas emblématiques du GEPAN. Je vous en ai pas parlé ce soir.
Vous tapez dossier OVNI sur tous ces trucs-là, vous allez Julien avec sa famille va narrer un cas du GEPA qui est décortiqué, qu'il soit A, B, C ou D, et ça dure une vingtaine de minutes. Et il le raconte bien mieux que moi. Je crois que j'ai fini. Voilà. Bon, j'ai terminé, je voulais vous dire quoi, les valeurs du GEPA. Moi je les rappelle, nous c'est un service au public, c'est la première mission. On se doit de respecter les témoins. Tous les gens que l'on rencontre ont vu quelque chose, on est convaincus. Par contre, il faut qu'on soit objectif, neutre. La transparence, c'est ce que veut le CNES pour cette question-là. Et l'information, c'est ce qui nous permet d'être aujourd'hui pour vous parler de mon activité. Je vous remercie. Merci.